présente mes invités pour la première partie de cette émission. Jean-René Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance du Gers et rapporteur général du budget. Et puis face à vous, Éric Coquerel. Éric Coquerel, vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être là. Alors, la mauvaise nouvelle est tombée ce matin. On va vous retrouver, Elsa Mondingava, salle des 4 colonnes. Le déficit public a dérapé en 2023, obligeant le gouvernement à faire des économies. Alors, Jean-René Cazeneuve, je vous interroge. Il y a quand même 16 milliards de dérapage pour cette année 2023. C'est beaucoup, c'est même très important, a dit Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. J'ai envie de vous demander comment on en est arrivé là. Écoutez, tout le monde est surpris. Il y a eu des signaux qui sont arrivés très tard dans l'année, au mois de novembre, décembre, les premiers signaux qui montraient qu'il y avait une chute très significative, à la fois de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de la TVA, qui montre qu'il y a eu un ralentissement que les Français ont ressenti évidemment, qui n'était pas prévu, qu'il y ait un contexte international en particulier qui s'est grippé, ralentissement de la croissance en Chine, l'Allemagne qui est en récession. L'Allemagne, c'est notre premier partenaire économique, notre premier client, notre premier fournisseur. Donc quand il se porte mal, eh bien, ça a un impact pour la France. Et donc voilà, il y a eu une baisse soudaine des recettes de l'État. C'est la situation internationale, Éric Coquerel, qui fait qu'on en est là aujourd'hui, ou pour vous, on pouvait s'attendre à un tel dérapage? Non, on pouvait l'anticiper parce qu'en fait, beaucoup d'institutions, à commencer d'ailleurs par la Cour des comptes, par le Haut Commissariat des finances publiques, à commencer par des députés, comme moi par exemple, avaient expliqué que la croissance ne serait pas à la hauteur de ce qu'annonçait le gouvernement pour 2023, d'où le déficit de 5,5 pardon, et pour 2024, d'où la révision du taux de croissance à 1% de 1,4 et les 10 milliards de budget que le gouvernement a cru bon reprendre au niveau des... Mais la croissance 2023 est quasiment au même chiffre qu'attendu à 0,1 point. Pas tout à fait. Justement, la différence, elle explique qu'à la fin, il n'y ait pas eu les rentrées attendues à hauteur de 7 milliards. 16, oui, mais il y a au moins une chose avec laquelle je suis d'accord de ce qui a été dit tout à l'heure par le gouvernement, c'est que c'est un problème de recettes qui n'arrive pas. Voilà, donc il faut peut-être s'interroger là-dessus. Or, le problème, c'est qu'une politique qui contracte les dépenses publiques dans une période de reflux économique, ça augmente l'effet récessif. Donc ça, c'est déjà mauvais pour l'économie. Et puis, il faut peut-être s'interroger sur un gouvernement qui, depuis plusieurs années, a baissé les recettes de l'État, notamment pour les plus riches, et peut-être se demander si les pistes ne sont pas là. Vous comprendrez que ma réponse est positive. Alors, effectivement, est-ce que ça peut venir de la baisse des impôts, comme le suggère Éric Coquerel? Quand on regarde, par exemple, ailleurs, chez nos voisins européens, l'Espagne, par exemple, mais pas seulement, le Portugal, ce sont des gouvernements plutôt de gauche qui ont permis de réduire considérablement le déficit. Il n'y a pas de baisse des impôts en France. Nous sommes recordman du monde. Nous sommes dans une année olympique, d'accord, et on est champion du monde des prélèvements obligatoires des impôts. Donc moi, je veux bien qu'on continue à les augmenter. Mais les impôts, les recettes des impôts ont augmenté en 2023. Contrairement à ce que j'entends. Ils ont moins augmenté que ce qui était prévu. C'est un peu différent. Mais donc, et ce frein était brutal. Le Haut Conseil des finances publiques a approuvé ce qu'on appelle la loi de fin de gestion. Vous savez, au mois de novembre, il y a une loi qui prévoit l'atterrissage, et on prévoyait toujours l'atterrissage avec les recettes, et le Haut Conseil des finances publiques, donc Pierre Moscovici, en l'occurrence, qui est son président, a approuvé, a dit que c'était sincère. Donc c'est vraiment un coup de froid très important en novembre-décembre qui a provoqué cette baisse de recettes très importante. Le problème, c'est que ça a un impact, évidemment, en 2003. On ne peut pratiquement que constater, même si dans la loi de fin de gestion, on a diminué un certain nombre de crédits, mais ça a un impact sur 2024, puisqu'on part d'un point plus bas, et on a aussi un sujet de prévision. Alors là aussi, je voudrais porter en faux avec ce qui a été dit. En 2023, beaucoup nous avaient dit qu'on ne ferait pas 1% de croissance. Ils se sont trompés. 0,9 à l'arrivée. 0,9, on est pratiquement à 1% de croissance. Beaucoup disent aujourd'hui, nous ont dit qu'on ne ferait pas 1,4% de croissance en 2024. Ils ont là raison. Mais quand on a fait nos prévisions, vous aviez l'OCDE, vous aviez l'Union européenne qui prévoyait 1,2, 1,3 et qui n'ont changé leurs prévisions qu'au mois de février. Et donc quand on a vu ces prévisions, on a tout de suite réagi en baissant nos prévisions. Non, c'est pas vrai. La Banque de France, le FMI, à peu près tout le monde donnait les chiffres
de plutôt 0,7, 0,8. Et ce que cite Jean-René Cazeneuve, c'était les nuances hautes. Et donc la fourchette haute. Voilà, la fourchette haute pour les institutions. Donc on ne peut pas le dire. Beaucoup de gens l'avaient prévu. D'ailleurs, la preuve, c'est que le gouvernement est obligé de rectifier très vite. Donc le budget était insincère pour vous ? Insincère. Alors, soit le gouvernement se trompe, et d'accord, c'est inquiétant qu'il se trompe à ce point-là en très peu de temps, soit il est insincère. Bon, je laisse chacun juger. Moi, j'ai pas très envie de rentrer dans ce débat-là. Ce qui m'importe, c'est ce qu'a dit Jean-René Cazeneuve. En réalité, on aurait toujours continué à augmenter les impôts. Non, c'est pas la même chose qu'il y ait eu un rendement des impôts supérieur à ce qui était prévu parce qu'il y a eu l'inflation et que donc inévitablement la TVA augmente, que de dire que les impôts en termes de taxation n'aient pas été baissés. Les impôts ont été baissés. Le problème, à hauteur environ de 60 milliards par an. Le problème, c'est qu'ils ont été baissés principalement sur le capital et sur les plus revenus. Et c'est ça aujourd'hui qui explique en partie les déficits. Et là, le débat commence ici, puisque vous le savez qu'il va y avoir un débat. C'est si on alors veut un débat dans l'hémicycle le 29 avril. Dans la société. Donc vous l'avez demandé à la commission des finances. Y compris qui partage le camp présidentiel. Et c'est tant mieux. C'est que dans l'argent qu'il va falloir aller chercher si on veut vraiment tenir les déficits. Bon, moi j'ai une logique là-dessus qui n'est pas tout à fait celle-là, mais admettons même, où va-t-on le chercher? Est-ce qu'on continue à baisser les dépenses publiques? Est-ce qu'on s'attaque aux prestations sociales? Est-ce qu'on s'attaque aux collectivités locales? Ou alors est-ce qu'on se tourne vers à la fois ce en quoi on est aussi champion d'Europe, c'est-à-dire les aides aux entreprises sans contrepartie, quasiment 200 milliards d'euros, c'est énorme, et aussi les impôts des plus riches, les surprofits, les super dividendes rares qui continuent à exploser. Bon, nous on pense que cette deuxième solution est préférable d'un point de vue économique. Donc c'est les super profits, c'est les super dividendes. Vous allez vous rapprocher de Yael Braun-Pivet qui a fait cette proposition, du MoDem aussi qui défend les super profits. Pourquoi pas, vous dites? Oui, bien sûr. Ce matin, j'ai fait une proposition. Je suis prêt. Je dis chiche. On l'a déjà fait avec le MoDem. Votre proposition? On l'a déjà fait avec le MoDem. On a voté lors de la commission des finances des taxations, des super dividendes, de transactions financières. Il y en avait pour 15 milliards qui rapportaient côté majoritaire. Malheureusement, vous savez qu'on n'a pas pu aller à l'Assemblée en hémicycle du fait du 49.3. Et moi, je dis chiche. Je dis chiche à nouveau à Jean-Paul Mattei qui était sur cette base. Je dis chiche à Mme Braun-Pivet si elle veut aller dans ce sens-là. Tout est bon à prendre pour mettre le coin dans la porte et commencer un peu à faire en sorte que les gens qui travaillent, les salariés, le peuple en général ne payent pas les cadeaux fiscaux aux plus riches. Deux propositions, Jean-René Cazeneuve, soit on baisse la dépense publique comme le propose Marie-Christine Dalloz, soit on écoute Éric Coquerel et on augmente les impôts, super dividendes, super profits, on vient les taxer. Je vais répondre à votre question, mais peut-être revenir très rapidement. On n'a pas baissé les impôts sur le capital, c'est faux. Nous avons baissé les impôts sur la taxe d'habitation, nous avons baissé les impôts de production pour les entreprises, le taux marginal de l'impôt sur les sociétés, l'IR sur les plus basses tranches. Donc non, on a redonné du pouvoir d'achat à nos concitoyens et surtout, nous visons le plein emploi. Et le problème que nous avons fin 2023, c'est qu'il y a une pause dans la baisse du chômage. Et donc moins de rentrée de cotisations sociales, en particulier moins d'augmentation de salaire. Donc c'est là que ça baisse. Donc notre objectif, c'est toujours le même, c'est le plein emploi pour réduire notre déficit. Sauf que là, il y a quand même un trou de 7 milliards. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais ça ne va pas suffire. Donc la tentation, évidemment, c'est d'augmenter les impôts. Je le redis, je ne sais pas comment le dire, mais nous avons le niveau d'impôt le plus élevé de tous les pays du monde. On a, y compris l'impôt marginal. On est aujourd'hui à 49% d'impôt marginal, plus les impôts, la CSG sur le revenu. Personne ne fait plus élevé que ça. Donc c'est une fausse bonne idée. On ne regarde pas la réalité. La réalité, c'est que nous avons augmenté nos dépenses publiques de 300 milliards depuis 2017. Alors, il y a un effet inflation, évidemment, pour une bonne moitié de ça, mais il y a aussi une augmentation très significative. Donc vous ne maîtrisez pas les dépenses. Je pense que c'est ça le problème. Il faut regarder nos dépenses, avoir le courage de regarder nos dépenses. Parce que alors, si on augmente en plus, on avait les hôpitaux, les gens étaient très contents des hôpitaux. Depuis au moins 7 ans maintenant, est-ce que vous avez suffisamment fait? On vous reproche aussi le nombre de fonctionnaires. Vous aviez dit que vous réduiriez le nombre de fonctionnaires. Vous avez embauché des fonctionnaires, un peu moins de 100 000. Nous avons répondu à des crises successives. Je crois que là aussi, personne nous a reproché, quand on l'a fait, de soutenir les Français. Personne nous a reproché le bouclier tarifaire pour éviter qu'il soit sujet à l'inflation sur l'énergie. Personne nous a reproché le chômage partiel pendant la crise du Covid. Donc oui, tout ça, ça a un coût. Maintenant, il faut montrer un peu de rigueur. Ça n'est pas
désobligeant vis-à-vis de qui que ce soit que se dire que chacune de nos dépenses doit être analysée. Les Français nous confient leurs impôts, c'est à nous d'avoir une dépense efficace, une dépense publique efficace. Mais sans parler de la hausse des impôts sur les particuliers ou sur les entreprises, ces super profits, ces profits extraordinaires ou ces super dividendes qui sont distribués, qui permettent de racheter des actions. Est-ce que ça, le débat, il doit s'ouvrir dans la majorité parce que ça fait déjà débat? Oui, il doit s'ouvrir. On doit commencer par les niches fiscales. Il y a des niches fiscales pour les particuliers, il y a des niches fiscales pour les entreprises. Moi, je suis évidemment ouvert à ça. C'est une manière d'augmenter les impôts indirectement, si vous voulez. Donc non, moi, je sais pas de... Mais attention aussi au mirage des très grandes entreprises, et je terminerai là-dessus. LVMH vend pas en France, si vous voulez. Il vend pas ses sacs, ses parfums et son champagne simplement en France. Total vend pas son pétrole simplement en France. Donc ces grandes entreprises, elles ont une activité qui est essentiellement à l'étranger. Et moi, je préfère que Total soit français que néerlandais. Je préfère que LVMH soit français plutôt que belge. Donc on a besoin de ces grandes entreprises. Mais maintenant, il faut effectivement regarder la fiscalité, une fiscalité juste. Alors vous, on a bien compris, vous alliez vous rapprocher de Yaël Braun-Pivet pour éventuellement taxer ces super profits. La question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'il faut respecter ce dogme européen des 3% pour les déficits publics? Est-ce que finalement c'est important, comme le dit Bruno Le Maire, de revenir à 3% de déficit en 2027? Moi, je pense que c'est pas l'objectif essentiel. Voilà, ça je l'assume. Il y a deux choses à dire d'abord, parce que Jean-René Cazeneuve a raison de dire qu'une partie de la dette, elle a été produite par la crise du Covid. On a quasiment nationalisé les impôts pendant les salaires pendant longtemps. Mais ça, vous l'avez approuvé et c'était une bonne décision. Moi, je mets sur la table et je continue à mettre sur la table, et ça a déjà été fait dans l'histoire, c'est qu'au lieu de porter ce fardeau de la dette, c'est 20% de la dette, c'est détenu par les banques centrales, on aurait mieux fait de l'annuler. Voilà. Ça va peut-être vous paraître iconoclaste, mais c'est un problème de jeu monétaire. C'est une dette qui a été faite exceptionnelle, et là, au lieu de ça, on va la porter pendant des années, etc. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que la dette la plus importante, c'est la dette écologique. Voilà, c'est celle qui réellement peut empêcher nos petits-enfants de continuer à vivre sur cette planète, alors qu'une dette financière, ça peut se reporter, ça peut se modifier, ça peut se négocier. Et la règle des 3% qu'on a fixée comme ça de manière arbitraire, je crois que dans la période, et d'ailleurs les Américains le montrent, c'est pas ça qui est aujourd'hui qu'ils se fixent comme objectif principal, et leur croissance est bien supérieure à la nôtre. Donc on voit bien que c'est pas une règle d'or comme ça. Donc ça, c'est une première chose que je mets en question. Donc on sortirait les dépenses d'investissement, notamment pour la transition écologique. Je reviens sur ce qu'a dit Jean-René Cazeneuve. Principalement, je crois que dans la situation dans laquelle nous sommes, la question c'est comment, à un moment donné, pour répondre à la fois aux besoins des Français, pourquoi pas, pour réduire une partie de la dette si on estime c'est important, comment on partage les richesses. Et depuis plusieurs années, le souci que nous avons, c'est qu'une grande part de ces richesses, assumées par le gouvernement, c'était l'idée de dire on attire les capitaux pour permettre la France d'être plus compétitive, et donc on fait des cadeaux fiscaux aux capitaux de manière extrêmement importante. C'est pas quelques milliards d'euros. Vous savez qu'il y a une étude de l'IPP qui a été faite l'an dernier qui montre que les 150 milliardaires de ce pays payent moins 2% d'impôts sur le revenu et ont un taux d'imposition global en tenant compte de leur impôt professionnel qui est de 25% quand, par exemple, les 10% les plus riches approchent plutôt 40-45%. C'est donc des milliards d'euros qui sont sur la table, et cet argent qui a été mis à leur disposition pour attirer les capitaux, toutes les études montrent que ça n'a pas créé de l'emploi, c'est pas vrai, etc. Donc il faut revenir là-dessus. Et la deuxième chose, et là on sera peut-être d'accord, moi je veux même bien travailler, parce que j'ai cru comprendre, Jean-René Cazeneuve, que vous travaillez sur éventuellement une proposition de loi sur le crédit impôt recherche, par exemple, dont on dit que même il y a un consensus pour dire qu'il y a un problème, notamment vis-à-vis des plus grosses entreprises. C'est les niches fiscales, les aides aux entreprises qu'il faut revoir. Là, Jean-René Cazeneuve, moi j'ai fait cette proposition à Mme Borne l'an dernier, en novembre, et je mettais sur la table 43 milliards d'euros qui pouvaient, soit avec moins de dépenses fiscales, mais pas en supprimant le crédit d'impôt recherche. Non, je propose de le modifier. Voilà, ça pourrait rapporter assez rapidement 1 milliard. Il y a le CPO qui a fait des mesures là-dessus. Et l'étendue de ces possibilités, je les ai listées. Ça pourrait rapporter 43 milliards. Et ben, je préfère ça plutôt que de baisser les dépenses publiques. Alors, est-ce qu'il y a des pistes d'économie de ce côté-là, notamment du côté du crédit impôt recherche, comme le propose Éric Coquerel? Vous parliez tout à l'heure des niches fiscales pour les entreprises. Effectivement, ça en fait partie pour vous ou pas? Oui, alors, bien sûr, ce sont des pistes sérieuses. Moi, je crois que je suis peut-être un doux rêveur. De temps en temps, on est d'accord avec Éric Coquerel, mais ouais, on est dans un moment extrêmement important pour notre pays. Il y a
la guerre aux frontières de l'Europe. Il y a une situation économique extrêmement tendue, extrêmement difficile. Et je crois qu'il faut essayer, tant faire que se peut, de trouver des solutions communes. Et c'est ce que propose le gouvernement, c'est de travailler avec les partenaires sociaux, parce que 50% de la dépense, elle est sociale, c'est de travailler avec les collectivités territoriales, 20% de la dépense, elle est chez les collectivités territoriales, de travailler avec les oppositions. Moi, je suis évidemment prêt à travailler avec le président de la Commission des Finances et avec les oppositions pour trouver des solutions. Et il y a effectivement des abus. Dès qu'il y a de l'argent public, il y a souvent des abus. Donc il y a un travail qui doit être fait sur la fraude, il y a un travail qui doit être fait sur les effets d'aubaine que peuvent avoir un certain nombre de grandes entreprises, donc je pense en particulier à l'apprentissage. Donc oui, il y a des pistes sérieuses sur lesquelles je crois que nous pouvons travailler ensemble, et je le souhaite en tous les cas. Alors, pour travailler ensemble, il faut se retrouver, se réunir. Bruno Le Maire a prévu que début avril, toutes les oppositions, la majorité pourraient se retrouver à Bercy. Est-ce que vous irez à cette invitation ? Oui, j'irai, mais vous savez, il y a un endroit où on peut travailler ensemble, c'est l'Assemblée. Voilà. Et donc il y aura ce débat. Oui, mais Jean-René Cazeneuve sourit, mais c'est une question importante. C'est pas à Bercy que ça doit avoir lieu, c'est ça, c'est en commission des finances en fait qui doit avoir lieu. Et dans l'hémicycle, moi je fais partie de ceux qui pensent que au lieu d'imposer les 49.3, il y aurait peut-être l'idée d'écouter plus l'Assemblée. Et je vous ai dit par exemple que dans la commission, il y avait déjà des majorités qui s'étaient formées pour proposer justement d'aller chercher des recettes supplémentaires. Et je pense que c'est peut-être ici qu'on pourrait trouver à certains moments, sur certains aspects, on va pas être d'accord sur d'autres, mais sur certains aspects, des consensus qui pourraient permettre d'avoir une des majorités si ça va dans le bon sens. Donc, le gouvernement ferait mieux d'utiliser cette méthode. Donc le 29 avril, débat dans l'hémicycle. Vous pensez qu'on peut parvenir à des consensus ? C'est sur le programme de stabilité. Débat sans vote ? Non, par contre, vous avez raison. Moi, je l'ai demandé ce matin à la conférence des présidents. Je souhaite vivement que s'il y a la moindre modification budgétaire à venir, parce que celle qui vient d'être faite sur les 10 milliards, c'était sur les prévisions pour 2024, sur le moins de croissance qu'attendu. Donc des coupes budgétaires. Il va falloir voir ce que donne le fait qu'il y ait des déficits et supérieur sur 2023. S'il y a une modification budgétaire, je demande qu'il y ait un projet de loi de finances rectificative de façon à ce qu'on puisse avant débattre. L'été ou... Oui, avant l'été, de façon à ce qu'on puisse débattre vu la situation budgétaire. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire un projet de loi de finances rectificative ? Vous avez déjà annoncé 10 milliards de coupes budgétaires. Est-ce que ça pourrait aller au-delà de ces 10 milliards ? Et donc, du coup, vous seriez dans l'obligation de faire ce qu'on appelle un PLFR, un budget rectificatif. Oui. Là aussi, rebondir sur ce qu'a dit Éric Coquerel. Moi, je suis d'accord. Le débat doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. Les parlementaires doivent faire leur travail. Bon, maintenant, je ne suis pas non plus un perdreau de l'année, si vous me permettez l'expression, et on sait bien que le budget n'est jamais voté par les oppositions. C'est une règle de base historique. Donc, aller au vote sur le budget, chacun sait que ce serait bloquer notre pays. Alors, sur le PLFR, là aussi, ça n'est pas exclu. Il faut juste regarder, faire le bilan d'ici quelques mois. Tout le monde sait exactement ce qui va se passer, mais dites-moi comment va évoluer la crise en Ukraine, au Moyen-Orient, l'économie allemande, et je vous répondrai s'il faut ou pas un PLFR. Donc il faut qu'on regarde. L'État a pris ses responsabilités avec 10 milliards d'économies. On attend des propositions de la part des partenaires sociaux, on attend des propositions par rapport des collectivités territoriales. Il faut voir comment vont évoluer effectivement les recettes dans les prochains mois, et on pourra prendre une décision en milieu d'année s'il faut ou pas une loi rectificative, ou s'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises par décret en particulier sur ce sujet. Donc ça va dépendre de l'ampleur de ce qu'il faut aller chercher en matière d'économie. Et alors ce PLFR, il pourrait intervenir éventuellement avant l'été, mais ça veut dire que vous avez peur d'une motion de censure ou... Comment ? Vous avez peur d'une motion de censure sur un budget rectificatif ou... Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi de le dire. Donc chacun doit jouer son rôle. Il y a des oppositions qui se sont clairement exprimées aujourd'hui en disant que s'il y avait un PLFR, il y aurait une motion de censure derrière. Je les laisse responsables. Moi, si vous voulez, c'est pas là aussi, c'est une possibilité que donne la Constitution. Mais franchement, l'heure est suffisamment grave pour ces petits calculs politiciens. Et moi, j'en appelle à la responsabilité de notre majorité, mais aussi des oppositions, pour trouver les moins mauvaises solutions pour notre pays, pour sortir de cette crise. Et je suis d'accord, financer notre transition écologique, aider nos concitoyens les plus fragiles. Il faut continuer à soutenir nos politiques publiques. Bon, pas de motion de censure en vue ? Mais pourquoi pas ? On peut même ne pas attendre un PLFR. Parce que j'ai un désaccord là sur ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas des petits calculs politiciens que demander que l'Assemblée nationale vote sur le budget. Et je pense que peut-être qu'on n'en serait pas là si on n'avait pas mis 2,49,3 de suite. Parce que ce que dit Jean-René Cazeneuve est en partie faux.
par exemple, le projet de loi de fin de gestion qui a été proposé l'an dernier a été jusqu'au bout. Le gouvernement l'a beaucoup amendé. Il a eu du coup l'abstention de certains groupes. Donc moi je crois que, encore une fois, c'est peut-être le moment de revivifier une démocratie parlementaire et de permettre que de l'Assemblée sortent des propositions qui seront peut-être un peu meilleur et un peu plus réaliste que ce qui sort du gouvernement. Voilà, moi ce que je demande. Et donc si à la fin, il n'y a plus qu'une motion de censure pour le droit de voter, ça sera le cas. Alors, évidemment, le débat se poursuivra dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Merci à tous les deux d'être venus débattre dans cette émission.